Bienvenue sur Oli et Thanato, le podcast qui parle de la mort et des deuils pour les vivants. Je suis Charlène, accompagnante des deuils et facilitatrice des transitions de vie. Dans ce nouvel épisode, notre invité va vous partager l'épreuve à laquelle il a dû faire face. Que lui est-il arrivé ? Qu'est-ce qu'il a mis en place pour accepter cet obstacle de vie ? Comment a-t-il fait preuve de résilience ? Qu'est-ce qui lui a permis de se relever ? À travers ces mots, vous percevrez qu'aussi terrible soit un deuil, une perte ou un changement, ce ne sont pas des fins en soi. Il est possible de s'en relever en cheminant pas après pas, chacun à son rythme et avec ses propres ressources. J'espère que vous trouverez l'écho et la résonance dont vous avez besoin pour cheminer dans votre propre processus, accueillir l'impermanence de la vie et voir cette transition comme une renaissance. Écoutons tout de suite son témoignage de résilience. Bonjour à tous, aujourd'hui je suis ravie d'accueillir Amandine que j'ai rencontrée sur un événement et qui va venir nous partager un petit bout d'elle, un petit bout de son histoire. Amandine, merci beaucoup pour ta confiance et puis je te laisse te présenter. Eh bien bonjour, Amandine, j'ai eu le plaisir de te rencontrer sur un atelier et puis le plaisir aussi de partager ce podcast avec toi pour un témoignage assez impactant dans ma vie et que j'ai plaisir malgré le poids de celui-ci de partager en tout cas. Est-ce que tu veux déjà nous en dire un peu plus parce que ça fait vraiment teasing, ça donne envie d'en savoir plus. Je sais que c'est un sujet qui est compliqué, disons-le, hein. Je pense qu'il n'y a pas réellement d'autres termes, qui a été lourd aussi pour toi et qu'il y a un côté, j'ai même envie de dire, presque thérapeutique d'une certaine manière de pouvoir venir parler de ces choses-là. Donc, je te laisse nous emmener un petit peu avec toi dans cette histoire qui a été la tienne. Eh bien, effectivement, j'ai fait un teasing qui paraît film de science-fiction, mais non, c'est pas si... mais c'est ce que je suis en réalité, c'est ce que j'ai vécu. Donc, à 6 ans, j'ai vécu un abus sexuel de mon cousin, avec la présence de mon frère également, qui a subi aussi. Et du coup, ça a impacté énormément dans ma vie. Ça a été un peu un fil conducteur en fait de ma vie, dans ma vie personnelle, dans l'évolution personnelle de mon identité, mais aussi dans mes relations humaines. Donc ouais, c'est ce que je viens aussi partager, l'importance d'en parler et de ne pas garder ça pour soi parce que ça vous suit toute votre vie, quoi qu'il advienne. Et le but, c'est d'avoir le moins d'impact possible dans votre création, quoi. Exactement et justement, avant qu'on découvre un petit peu les conséquences, les difficultés qui ont été les tiennes suite à cet abus, est-ce que tu veux nous dire, pourquoi? Tu l'as déjà un petit peu amorcé, mais pourquoi tu viens, témoigner et qu'est-ce qui te tient à cœur vraiment de partager avec les personnes qui nous écoutent? Alors pourquoi je viens de témoigner? Déjà, pour une étape personnelle, parce que, je l'ai pas dit, mais j'ai bientôt 31 ans. Ça s'est passé, comme j'ai dit, à mes 6 ans et je ne me suis jamais permise d'en parler ouvertement, en tout cas en tant que victime. Donc déjà, c'est une étape pour moi d'acceptation indirectement. Et aussi pour pouvoir partager comme je disais, l'importance d'en parler pour ne pas figer en fait toute la croyance que vous pouvez vous imprégner lors d'un événement comme ça. Tous les blocages, tous ces impacts, c'est important d'en parler aux bonnes personnes, d'être entouré également, de pas en avoir honte et puis oui, de se libérer de tout ça pour vraiment, je vais me répéter, mais vraiment éviter cet impact énorme que vous avez. Du coup, tu dirais que c'est une partie de toi, que ça a fait partie de toi, que ça fera toujours partie de toi, de ton histoire en tout cas, mais c'est ne pas s'identifier uniquement à cet événement? Est-ce que c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles tu souhaitais en parler? Oui, parce que c'est un événement qui est tellement... Alors, il y a des personnes qui le vivent très bien et ça n'impacte pas. Ça dépend aussi la sensibilité de chacun, l'impact de ce qui s'est passé, de la vie en réalité et de l'évolution quand on Bien sûr. grandit. Mais oui, ça fait partie de toute façon de moi. Ça fera toujours partie de moi. C'est mon identité, mais ça ne me définit pas. Ça ne me définit pas dans le sens où je n'ai pas à avoir honte.
dans le sens où je ne suis pas sale, dans le sens où c'est pas ma faute. Et c'est dur à dire ces mots parce qu'au final, c'est la croyance qu'on a automatiquement. Et même la Ouais, petite fille de 6 ans, en fait, avait déjà cette croyance de honte. Et pour une petite fille de 6 ans qui devrait se soucier de vivre sa vie d'enfant, c'est pas humain, en fait, d'avoir cette culpabilité sur les épaules. Et ça peine, du coup, à se construire après en tant qu'adulte, parce que bah il y a une part d'enfant qui n'a jamais eu qui a pas eu sa place. bien sûr. Donc ouais. Merci, on sent beaucoup d'émotions, dans ta voix et dans ton partage et c'est ce que je trouve beau. Justement, ça reste une étiquette supplémentaire qu'Amandine elle a, mais elle en a sans aucun doute plein d'autres et j'aime bien et je pense que c'est important à rappeler, non, ça ne te définit pas, tu n'es pas que ça et heureusement et c'est vrai que ça peut être un blocage parfois sur certains deuils, sur certains événements de vie, sur certains obstacles, tout deuil confondu, mais de rester bloqué uniquement dans cette étiquette-là et de dire ok, je suis définie uniquement par ça. Et là, ça peut être justement compliqué et ça peut être bloquant. Euh, Avant de nous dire un petit peu, ben justement comment et quand est-ce que tu en as parlé, est-ce que tu as envie ou non d'apporter des précisions sur l'événement qui est arrivé? Alors les précisions, je vais pas il y a pas nécessité en réalité. Je pense qu'on a tous un peu conscience de ce que peut être un abus. Mais disons que voilà, il y a eu un événement où moi, à mes 6 ans, je pensais que j'allais devenir impératrice d'Autriche si je me mariais avec mon cousin. Donc à cette époque, en tout cas, je n'y voyais pas dans l'idée, je n'y voyais pas de problème. C'est vraiment le après quand je l'ai vécu concrètement que ça a eu une ampleur différente. Et il s'est passé des choses dans la chambre, voilà, où on s'est embrassé. Voilà, il y a eu des bisous et il y a eu quelques préliminaires. Et ce qui m'a le plus impacté et ce qui est étrange, c'est vraiment le jour où on partait, parce qu'on n'habitait pas dans la même région avec mon cousin. Et on partait et limite ce qui m'a le plus choqué, c'était de s'embrasser avec la langue pour se dire au revoir. C'est, je pense, le souvenir le plus écœurant et ça a un impact énorme pour moi, ce terme d'écœurement et de dégoût, parce que ça m'a suivi toute ma vie et ça me suit encore, ce dégoût. On en parlera ensuite justement parce que je sais à quoi tu fais écho et allusion en parlant d'écœurement et en parlant de dégoût. Comme tu l'as dit, c'est arrivé à l'âge de tes 6 ans. Est-ce que tu veux nous dire un petit peu quand est-ce que tu en as parlé? Parce que je sais que tu m'as dit que tu en avais parlé assez tardivement parce que ça t'est revenu en mémoire aussi, assez tardivement. Est-ce que tu veux nous expliquer un petit peu quel a été toi ton processus de remémorisation, de réminiscence? Si je dis pas de bêtises, il me semble qu'on dit comme ça. Ouais. Bah, alors en fait, clairement, je pense que j'ai occulté complètement pendant des années. Mais j'avais toujours de toute façon cette sensibilité où je sentais qu'il y avait quelque chose qui se trimait à l'intérieur, mais sans explication. Et bah, c'est plus à l'adolescence, au collège, vers, on va dire, 12 ans, où ça revient en surface parce qu'on commence à flirter un peu avec les garçons. Bah, voilà, il y a un peu ce petit jeu et je me suis sentie vraiment mal à l'aise, et super angoissée, super stressée de tout ça, pas à la hauteur. C'est vraiment ce sentiment de je vais pas arriver, je suis pas à la hauteur, comment faut faire, enfin beaucoup d'anxiété. Et ça m'est revenu en fait. J'ai eu des flashs de ça, mais sans la sûreté de que ça avait vraiment pu se passer. Dans mon souvenir, pour moi, j'avais 8 ans. J'en avais pas 6. OK. Et je n'en ai pas parlé. Donc j'étais en cinquième quand ça m'est vraiment revenu. Et j'ai commencé à faire des crises d'angoisse à ce moment-là. Des crises d'angoisse, surtout où j'avais envie de vomir, en fait, d'un seul coup, sans raison. Donc c'était super anxiogène parce qu'on n'a tous pas envie de vomir en plein milieu de la classe. Et puis bah, c'est devenu handicapant parce que c'était assez souvent que j'avais ces angoisses comme ça d'un seul coup qui venaient, où j'avais envie de vomir et bon, c'est tout. Et j'en ai parlé uniquement à ma mère quand j'étais en troisième, donc 2 ans après, que ça m'est revenu. Et ma mère m'a dit directement, c'est pas possible, quand t'avais 8 ans, on voyait pas ton cousin. Ce qui est vrai, ce qui est totalement vrai. Euh, Mais du coup, ça partait du fait que pour toi, tu avais 8 ans alors que tu en avais 6 et que du coup, il y avait
comme un bug dans la matrice, dans les informations dont toi tu te souvenais que partiellement, auxquelles tu savais pas si elles étaient la vérité ou si c'est ton esprit aussi qui te jouait des tours. Est-ce qu'il y a eu un petit peu ce phénomène-là? Oui et puis, ça reste vague, ça reste quelque chose je veux dire, c'est pas écrit, il y a pas, Bien sûr. il y a pas c'est des souvenirs vraiment, qui reviennent dans la tête et la réponse de ma mère, ça a été, «Mais c'est un rêve, tu as peut-être fait un rêve qui paraît tellement réel que tu as l'impression que c'est vrai» et on sait la puissance, du psychique, surtout quand, quand on étudie justement pour essayer de s'en sortir, on sait que ça a une puissance énorme et que voilà, donc je me suis dit: «Bon, bah, OK» et puis je n'avais jamais eu de relation encore, sexuelle, donc je pouvais pas, en fait, comparer et me dire, enfin voilà, pour moi, OK, j'apprends à vivre avec et puis en réalité, à ce moment-là, ce qui était le plus handicapant, c'était plus mes angoisses. C'était mes crises d'angoisse qui m'impactaient, c'était, cette peur de vomir qui s'est transformée vraiment en hémétophobie, qui est la peur de vomir, la peur du vomi en général, donc autant des autres que de moi-même. Mais à cette époque, c'était surtout des autres. Donc, au niveau social, ça a été compliqué de s'adapter parce que c'est pareil, c'est les premières soirées, c'est les premières soirées avec alcool où ça tousse, où ça vomit, ou tout ça. Moi, j'ai dû m'en écarter en fait avec tout ça. Et j'ai forcément été voir des psychologues, hein. Ma mère, par contre, m'a accompagnée en voyant cette hémétophobie qui s'amplifiait, m'a accompagnée, mais émotionnellement n'a jamais été une source de sécurité et de réconfort. J'ai D'accord. jamais été vraiment entourée émotionnellement. J'ai plutôt été entourée dans les actes de m'emmener où il faut pour m'aider, sans forcément avoir le soutien concret de la famille ou des amis ou voilà quoi. Du coup, tu as pas eu de démarche thérapeutique en soi pour les réminiscences que tu avais? Tu avais toujours aucune sûreté de savoir si c'était vrai ou pas et comme tu disais, comme ta maman pouvait te le dire, bah, voilà, est-ce que c'était un rêve qui te paraissait réellement réalité? Mais par contre, tu avais un suivi pour l'hémétophobie, mais pas pour ça. C'est bien ça? C'est ça. OK. Clairement oui. Après, je l'ai quand même évoqué au niveau des psychologues ou des psychiatres. Enfin voilà, j'ai évoqué hein, ce souvenir, etc. Et on en a parlé, mais c'était pas concret. C'était pas, j'avais aucune sûreté que ça s'était passé. Donc, on était plus à essayer de comprendre qu'est-ce qui pouvait m'avoir déclenché cette hémétophobie, mais en même temps, enfin, on tournait un peu en rond parce que rien n'était sûr. Et il y a que en grandissant, donc là j'avais 13 ans, donc j'ai appris à vivre avec ça, j'ai appris à vivre avec cette phobie comme je pouvais. Et petit à petit, ben, j'ai réussi à aller à des soirées, tout ça. Et ce qui s'est passé réellement, c'est que à 18 ans, ça a été une autre étape. 18-19 ans, c'est la seconde étape entre guillemets de tout ce bagage, ce sac qui s'est ouvert et qui du coup chaque événement venait se rajouter. Que si j'avais pu traiter ce sac et le fermer tout de suite, il n'y aurait pas eu autant d'impact et de dégâts. Ouais, bien sûr et puis le fait de garder, plus longtemps certains faits, alors plutôt négatifs bien entendu, plus on les garde, plus, c'est compliqué parfois de revenir dessus aussi. La mémoire n'est pas la même, on n'est pas la même personne, on n'a pas les mêmes outils justement pour ouvrir et aller voir ce qui se passe dans ce bagage et donc du coup, tu parles d'une deuxième étape et d'un déclencheur. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu avais quel âge et comment ça s'est fait? Alors 18-19 ans, j'ai vécu, ouais 2 grosses étapes, je dirais même 3. J'ai eu un événement assez marquant qui a été, ma première relation sexuelle, où là je me suis dit: «Merde, c'est un peu chelou» parce que c'est quand même les mêmes sensations. Mmh. Mais ça fait des années que tu vis avec ce truc de: «C'est pas vrai, ça n'existe pas». Donc tu te dis: «C'est quand même bizarre». 2e grosse étape, j'ai perdu ma jument qui a été très, très compliquée et émotionnellement, du coup, ça m'a assez, fermée, vu que je suis hypersensible. Maintenant, on a les termes, hein. À mon époque, je suis pas un ancêtre, mais en tout cas, à mon époque, il y avait pas de ces termes médicaux. Je suis le même type d'ancêtre que toi. Ouais. Mais du coup, c'est vrai que je suis hypersensible et c'est soit les vannes sont ouvertes, à 10 000, soit elles sont fermées complet. Et après le décès de cette jument, je me suis fermée complet, très dur. Voilà, je vais soigner ma phobie, ça va aller, je vais avancer les étapes, je vais voir les personnes qu'il faut, je demande rien à personne, voilà. Heu
Et en fait, quelques mois après, j'ai eu une intoxication alimentaire et j'ai vomi. OK. Ça a été une des grosses étapes où, en fait, ma phobie, elle s'est transformée autrement. C'est-à-dire que c'était plus envers les autres que j'avais peur, c'était par rapport à moi. Donc chaque sensation dans mon corps, je ne les acceptais pas. Chaque, sensation et du coup, émotion, Mmh. je les acceptais pas, ça me pétrifiait, ça m'angoissait, j'avais envie de vomir et j'avais peur, mais une peur qui est complètement folle, qui est pas du tout raisonnée, parce que c'est pas dramatique de vomir en soi, c'est pas agréable, je veux dire, personne n'aime, mais c'était vraiment paralysant. J'étais pétrifiée de vomir, et ça a été très dur à vivre parce que ça a pris une autre tournure dans ma vie qui qui me paralysait en fait, vraiment. Et s'en est suivi, pour dire de bien boucler ces années, que mon frère allait pas bien, il était sur Bordeaux en fait, il avait déménagé et il allait pas bien. Beaucoup d'angoisse, on comprenait pas, ça n'allait pas. Et il y a un jour en fait où on l'avait au téléphone tous les jours pour dire de pas le laisser seul et il s'avère qu'il voulait me parler parce qu'il y avait quelque chose, il savait pourquoi il allait pas bien. Et c'est à, du coup, presque 19 ans que j'ai appris que, en effet, j'avais vraiment vécu ça, qu'il était désolé de ne pas m'avoir protégée. C'est les seuls termes que j'ai eus. Je suis désolée de ne pas t'avoir protégée, j'aurais dû te protéger, et j'avais 6 ans. Je n'en avais pas 8. Là, tu découvres que c'est vrai. Et ma seule réponse a été, mais on était des enfants, c'est pas grave. J'ai gardé la tête haute, j'ai gardé la tête froide, j'ai porté sur les épaules, et on n'en a plus jamais reparlé. Mes parents ne m'ont pas questionné. Je ne sais pas ce qu'il a dit exactement à mes parents. En fait, moi, je n'ai pas su plus de choses. Je me suis retrouvée seule avec cette bombe que je me prends dans la tête. Et personne vient me parler, personne vient me demander si ça va, personne ne me questionne, personne s'excuse de pas m'avoir cru, de pas m'avoir écouté. Et On sent dans ton témoignage, en fait, l'absence de sans jugement aucun, mmh on sent l'absence de prise en considération, de soutien, d'attention, de quoi Amandine, elle a besoin, qu'est-ce que ça lui fait, qu'est-ce que ça évoque finalement toutes ces choses en elle et qu'est-ce que vient ramener la confirmation de cette vérité puisque là, tu étais plus seule, tu en avais eu c'était vraiment une confirmation finalement. Et donc tu me dis que tu avais 18-19 ans, tu nous en as confié que tu en avais 31 aujourd'hui. Donc il y a une dizaine d'années qui s'est passé. Est-ce qu'il y a eu, d'autres événements dans ces 10 ans, qui ont fait prendre une tournure peut-être ou pas, différente à cet événement et aux conséquences? Qu'est-ce qui s'est passé un petit peu par la suite? Et il y a eu énormément de silence. Énormément de silence, de chacun dans son coin, on n'en reparle pas, on ne dit rien. Et en réalité, quand tu dis qu'effectivement j'ai été seule, je n'ai pas eu de considération, et cetera, aujourd'hui c'est douloureux parce que je m'en rends compte. Je l'entends. Mais à cette époque, je m'en rendais pas compte parce que, la enfin pour moi en fait je méritais pas de toute façon de l'attention, je méritais pas, enfin je me considérais pas comme victime mais comme coupable, donc à aucun moment en fait ça me choquait qu'on me demande pas comment je vais. C'était pas impactant pour moi, j'avais l'habitude de me débrouiller seule et de faire face à mes peurs, de faire face à mes émotions, de faire face à tous ces tourments intérieurs, seule ou avec mes psys ou psychologues ou thérapeutes quelconques. Mais dans l'entourage, je j'avais pas d'oreille attentive comme j'avais besoin en tout cas, et je me permettais pas de toute façon de le demander, et puis voilà. Parce que tu t'en sentais pas digne? Est-ce qu'il y avait le fait que, comme de par cet événement, tu parlais tout à l'heure, tu as dit le mot sale, tu en as dit un autre, alors dans le sens qu'aujourd'hui tu ne te considères pas comme ça, mais est-ce que par le passé, il y a eu cette sensation de se sentir sale, de pas se sentir bien, de pas être à la hauteur? Est-ce que c'est des choses que tu as ressenties et qui a fait que du coup tu considérais que tu ne méritais pas cette attention? Ou est-ce que c'est tout un autre cheminement qui a été le tien?
Non, c'est exactement ça, mais inconscient, en fait. C'était pas du tout Ouais, conscient. bien sûr. C'est vraiment des schémas cognitifs qui se mettent en place, où tu fonctionnes comme ça et tu t'en rends pas compte, en fait, que tu es complètement, dans l'oubli de toi-même, en fait, et dans pour moi, c'est pas que je méritais ou que je méritais pas, c'est que de toute façon, je devais être parfaite, je devais être à la hauteur. Et si je venais à pleurer, solliciter, demander, j'avais une chance déjà d'être déçue et être encore plus anéantie parce qu'on allait me juger, me pointer du doigt et ne pas être là. Et de toute façon, ça veut dire que du coup, je pouvais impacter et faire du mal à mes parents en leur annonçant ma tristesse, ma douleur, ma peur, etc. Donc, je me devais d'être à la hauteur. Je ne pouvais pas leur faire de mal, il fallait que je sois parfaite. Ce jour-là, c'est vraiment ce qui s'est passé à mes 6 ans, c'est je me dois d'être irréprochable, je me dois d'être parfaite, je me dois ouais, d'être à la hauteur, quoi. Ouais, comme si tu avais plus le droit à l'erreur, que tu devais être droite, que tu dois faire toujours plus, hem, tu parlais tout à l'heure, du rôle de victime. Bah, voilà, je suis pas une victime, donc je garde la tête froide et puis je continue et puis tant pis si on n'en parle pas et puis j'ai les épaules pour ça. Est-ce qu'il y avait un petit peu ce discours mental-là d'une certaine manière? Enfin, conscient ou inconscient, hein, comme tu le dis, c'est toujours plus compliqué quand on le raconte après parce qu'on a posé un nouveau regard et on a conscientisé certaines choses. Mais est-ce que tu te reconnais un petit peu dans ces pensées et ces ruminations? Oui, oui, tout à fait. C'est clairement ça, ouais. C'est clairement ça, mais inconscient. Ouais, oui, alors qu'en réalité, tes besoins à ce moment-là, ça aurait été un besoin d'amour, ça aurait été un besoin de soutien, un besoin d'écoute, un besoin d'être cru, dans ce que tu partageais et pas le silence que tu pouvais avoir. C'est ça, Mmh. c'est exactement ça. Et ça, c'était un peu finalement en termes de croyances, tu l'as déjà évoqué, hein, l'une des grandes conséquences qui a été les tiennes, c'est l'hémétophobie. Comment tu l'interprètes aujourd'hui, encore une fois, après coup? Tu nous as dit que c'était arrivé vers tes 13 ans, donc ça fait quasiment plus de la moitié que ta vie, que tu vis avec cette phobie. Comment tu la vis maintenant? Comment vous vous êtes peut-être, apprivoiser l'une l'autre, est-ce que le terme est bon? Oui, on va dire apprivoiser, parce que cette hémétophobie, c'est celle qui m'a permis de vivre, en fait. Donc, je suis obligée de l'aimer, même si elle m'a pourri mon existence, et elle peut encore me pourrir mon existence, mais pour des raisons. Il y a des choses qui font très très mal, mais qui sont là aussi pour te dire existe, vis Carrément. et réagis, s'il te plaît. Donc oui, aujourd'hui, je sais que cette phobie est arrivée pour tirer la sonnette d'alarme en fait en disant waouh, là t'es occupé de ne pas vivre, t'as le droit de vivre, et ça a tiré la sonnette d'alarme de il faut qu'on s'occupe de toi, il faut que tu te réveilles. Malheureusement, n'ayant pas été entourée de la bonne manière, je dis pas que je n'ai pas été entourée, et et qu'ils ont mal fait, ils ont fait comme ils ont pu, ma famille, mes amis, enfin voilà, mon entourage a fait comme ils ont pu, avec leurs propres peurs aussi et blocages, hein, Bien sûr. voilà, leur propre bagage. C'est dur de voir son enfant souffrir parce que elle a vécu ça et qu'on l'a pas protégée. Donc je l'entends complètement, mais à ce moment-là, quand la sonnette d'alarme a tiré avec cette phobie qui est arrivée, j'étais pétrifiée de peur pour vivre, pour avoir l'amour, pour avoir le soutien que je n'ai pas eu. Mmh. Ouais, du coup, cette phobie, elle te permettait de pouvoir exister, d'être visible, de montrer que tu étais pas bien et d'avoir peut-être sur un autre plan, pas sur le plan justement de cet abus qui avait eu lieu, mais sur le fait de: «Il faut prendre soin de moi, il faut m'aider parce que ça me déclenche des angoisses et cetera» et donc ça te permettait d'exister? Est-ce qu'il y a cette dimension-là? Tout à fait, et malheureusement ça s'est pas, voilà, comme j'ai dit, ça s'est pas passé, comme il fallait. Je l'ai peut-être pas verbalisé de la bonne manière non plus, mais bon, fallait que je comprenne. Moi, je me prenais tout, enfin voilà, à 13 ans, on est encore une enfant, quoi, et une enfant qui, du coup, n'a pas été une enfant, construite comme une petite enfant légère, donc c'est encore plus dur. Et ouais, cette phobie, elle est semblable aussi à tout ce dégoût, comme je disais, au début, Bien sûr. à tout en termes vraiment, en ayant étudié voilà ce qu'est cette hémétophobie et ce que ça provoque, pourquoi, c'est quelque chose qu'on n'arrive pas à digérer et qu'on n'arrive pas à vomir non plus.
C'est quelque chose qu'on n'accepte pas, c'est quelque chose qui est écœurant, qui rumine, qui tourne et qui met pas bien, mais sans solution, en fait. De lâcher. Lâcher. Mais il faut pouvoir Ouais, ouais, lâcher. c'est ce qu'on appelle les alors il y a le mot, maladie, et il y a le mot le mal a dit et donc finalement, quel est le sens aussi du symptôme ou du syndrome ou de la maladie ou de la phobie et c'est ce que tu montres, en fait. Oui, clairement, si, ça montre un dégoût, ça montre, une honte et c'est ce que tu nous partageais déjà au début de ton témoignage, qu'il y avait cette sensation de dégoût quand tu nous racontes les faits, même si tu en as pas donné de détails. Pour le peu que tu nous as dit, on l'a clairement ressenti. Enfin, en tout cas, je pense que les personnes l'auront ressenti comme moi, que voilà, il y a cette notion de dégoût, de quelque chose qui veut pas être à l'intérieur de toi, mais qui malgré tout l'est. Et c'est cette ambivalence. Tout à l'heure, enfin juste avant, je mettais le mot apprivoiser. Comment tu as cheminé jusqu'à aujourd'hui avec cette hémétophobie? Est-ce qu'elle est encore là? Est-ce que tu as fait la paix avec? Si tu as envie d'en parler, bien entendu. Alors, elle est encore là et je pense qu'elle sera toujours là parce que ça fait partie de moi aussi et indirectement, c'est dur de la lâcher parce que c'est elle qui m'a tenue en vie, malgré toute la douleur qu'elle me procure et qu'elle m'a procurée et c'est celle qui me tient en vie. Aujourd'hui, j'arrive à vivre quand même normalement, je fais des choses, mais c'est toujours là. C'est même au niveau de mon alimentation, au niveau de plein de choses. Je deal encore ma vie avec ma phobie. Je réfléchis encore avec ma phobie, avec ces peurs, cette anxiété. Euh, mais je me laisse plus faire et c'est surtout que je travaille surtout sur l'acceptation en fait et sur la compréhension de pourquoi elle est là, qu'est-ce qu'elle veut dire, qu'est-ce que mon corps veut dire parce que j'ai beaucoup rejeté mon corps, j'ai beaucoup rejeté les émotions, les sensations. J'essaie d'apprendre en fait à aligner mon esprit, mon âme et mon corps. Et c'est tout un processus qui se fait tout le long d'une vie. C'est normal, je pense. Bien sûr. Mais du coup, elle est toujours là et je pense que tant que j'aurais pas vraiment vu la qualité et la qualité de ma personne et que j'aurais pas lâché et accepté tout ce que j'ai vécu, toute cette colère surtout, c'est cette en réalité, je pense que ma colère, c'est ce qui nourrit le plus ma phobie. C'est ce qui nourrit plus ce dégoût. C'est bien, c'est que déjà tu poses le constat, on va dire, enfin le constat, la prise de conscience, le fait de le savoir, de mettre, j'aime beaucoup cette expression, mais mettre les mots MOTS sur les mots MAUX comme tu disais, le fait de comprendre quel est le message, qu'est-ce que ça veut dire. J'ai le sentiment que, avant tu l'as rejeté, tu la comprenais pas, que maintenant tu comprends davantage quels sont les messages et que finalement tu chemines petit à petit vers une acceptation, c'est les mots que tu as employés aussi, pour accepter que c'est une part de toi, que ça ne te définit pas, pour reboucler avec ce qu'on disait au début de notre échange, que c'est une part de toi et que cette part, elle sera toujours là d'ailleurs, que tu le veuilles ou non, que tu l'acceptes ou non, elle fera partie d'Amandine. Hem J'ai envie de te demander un petit peu qu'est-ce qui te manque peut-être pour accepter, pour guérir, pour cicatriser, pour te reconstruire pleinement. J'imagine que c'est des questions que tu as déjà dû te poser peut-être d'une manière ou d'une autre? Oui, je me la pose depuis des années. Mais j'ai essayé d'avoir justement tout ça auprès des autres, mais c'est l'amour, et mais c'est l'amour de moi-même Et c'est ce qui est le plus dur. qu'il faut. Mm. C'est ce qui est le plus dur, surtout quand on a vécu des choses qui sont venues finalement, j'allais dire déconstruire, mais je pense même pouvoir mettre le mot détruire justement cet amour que tu avais d'une manière assez naturelle. Quand on est enfant, on l'a assez naturellement, et qui a été totalement, ouais, détruit et détruit assez violemment. Je parle pas de violence physique, hein, je parle de choc, d'où le fait que justement tu as oublié, tu as occulté tout ça. Ton corps savait, mais ton esprit avait décidé d'oublier par mécanisme de protection et ce qui est tout à fait OK et normal. Hem, du coup, ouais, s'aimer, s'accepter aussi en tant que personne,
en tant que femme aussi. Tu parlais justement le fait que cette hémétophobie t'a permis d'exister, qu'elle a été à la fois, je vois un peu un double tranchant, quoi. Elle a eu plein de côtés négatifs, mais elle a eu aussi des côtés positifs et c'est ce qui t'a permis de, ben, peut-être soit de te relever ou alors de ne pas totalement tomber. Est-ce que c'est réussir à se sentir capable aussi d'exister pour et par soi-même? Est-ce qu'il y a un petit peu ces notions-là? Oui, indirectement. Après, c'est exister d'une manière ou d'une autre comme on peut face à tout ça, face à. Il y a plein de choses. Enfin voilà, on pourrait en parler des heures de toute façon de tout ce que ça en découle. Parce que bah c'est aussi par rapport aux autres être plutôt malade pour être accepté plutôt que juste moi passer par de la douleur, peut-être même de la pitié indirectement en fait pour dire d'être aimée en fait et peut-être d'être intéressante pour quelqu'un et c'est tout des choses toxiques qui ne me définit pas réellement dans ma personnalité en tant qu'adulte aujourd'hui avec tout ce que j'ai évolué, c'est pas ce que je suis. Moi, je suis un soleil, donc à aucun moment je veux passer par là pour exister auprès des gens, quoi. Et pour t'avoir rencontré, en physique, au-delà des écrans, ça se ressent clairement quand on t'a, à notre contact, enfin à proximité. C'est intéressant ce que tu disais finalement par rapport aux proches, à l'entourage, exister, aux yeux des autres. C'est une question, hein. Est-ce que c'est une interprétation que toi tu fais de, finalement ce serait plus simple si j'étais reconnue en tant que victime ou que je me reconnaissais en tant que victime? Tu as cité les mots de pitié. Ou est-ce que c'est réellement des retours qu'on t'a déjà fait d'une manière ou d'une autre? On m'a jamais vraiment fait de retour que j'étais une victime sur ça. J'ai toujours été plutôt pointée du doigt, pointée du doigt entre guillemets, pas la coupable, pas sur cet événement forcément, mais coupable sur mes émotions excessives, sur ma phobie, sur les comportements de protection qu'on peut avoir aussi, hein, où du coup j'ai beaucoup de colère, je suis très très dure, je suis exigeante avec moi, donc je suis exigeante, très exigeante avec les autres aussi. C'est-à-dire que si tu n'es pas irréprochable, ne te permets pas de me critiquer et de m'anéantir et de me réduire en poussière. Et du coup, c'est dans les relations humaines, c'est pour ça que je dis que c'est très très important d'en parler et d'essayer de justement tout de suite le gros nœud qui s'est formé, allez tout de suite tirer sur les ficelles, n'attendez pas. Même si ça fait peur, même si vous avez honte, même si vous savez pas par où commencer, dénouez tout de suite. Ne restez pas dans le silence, parce que le nœud, il continue en fait dans chaque événement que vous allez avoir dans votre vie impactante, et que ce soit positif mais surtout négatif, des deuils, des séparations, un animal qui décède, une dispute à l'école, une honte au travail, peu importe, tout ça, ça va vous enfoncer encore plus dans ce nœud qui, en réalité, ça vous appartient, mais ça vous appartient pas, ça ne vous définit pas. C'est pas ce que vous êtes, c'est ce que vous, c'est l'image qu'on se met dessus, mais qui n'est pas vraie. Et c'est important de tout de suite aller le dénouer pour éviter tout cet impact, comme moi je peux avoir encore aujourd'hui à mon âge, quoi. Ouais, on sent la d'une certaine manière la conclusion de cet épisode à l'image de l'introduction qui était, ben, finalement si j'en parle, il y a un côté, une démarche personnelle comme tu l'as dit au départ, mais il y a aussi le fait que, ben, si peut-être, quelqu'un, qu'importe l'âge, se retrouve dans ton témoignage et a vécu ce genre de choses ou que ce soit un abus étant jeune ou étant moins jeune, hein. D'ailleurs, c'est valable à tous les âges, il y a pas d'âge malheureusement pour vivre un abus, où on en est plus ou moins victime, et finalement de pouvoir ouvrir la parole directement. J'aime beaucoup ce que tu as dit où tu dis: «Oui, ce sera difficile». Moi, je dis souvent: «On peut pas faire abstraction de la souffrance». C'est une part aussi du travail et du chemin. Et c'est souvent ce qui fait qu'on est en résistance parce qu'on veut pas souffrir. C'est pas fun, hein, par définition, c'est pas agréable de souffrir, donc on veut pas souffrir, donc on reste en résistance et parfois on se dit que fermer les yeux, ben, c'est mieux, qu'avec le temps, ça passera. Consciemment ou inconsciemment, hein, encore une fois, il y a pas de jugement derrière ça et on sent que c'est réellement le message que tu avais envie de faire passer. Est-ce qu'il y avait autre chose que tu souhaitais, rajouter?
Bah, pour rebondir sur ce que tu dis, en réalité, je pense qu'on aime tous rester dans notre zone de confort. Même si elle est douloureuse, elle est horrible, heu, on sait comment ça se passe. Quand on sait comment ça se passe, on a moins peur. Même si on souffre, on a moins Bien peur. sûr. Et le souci, c'est que, je pense que toute personne sur cette terre a le droit d'aspirer à mieux, a le droit d'aspirer à une libération de ce genre de poids et heu et surtout de tout de suite, s'entourer des bonnes personnes et d'avoir le droit, en fait, de taper du poing sur la table et de dire: «Merde, en fait, j'ai le droit d'être aimé». Je suis désolée, Non, c'est c'est dur, mais c'est impactant encore aujourd'hui tu pas parce à que, t'excuser, hein. C'est et moi, j'avais envie de parce rajouter, toi aussi, tu as le droit d'être aimé, toi aussi, tu as le droit oui, d'exister, tu vois? Tu fais partie de bah, tous ces gens, tu es pas à l'extérieur de ce cercle. c'est pour ça que je le dis en larmes parce qu'aujourd'hui, je me permets de le ressentir réellement pour moi, en fait. Quelque chose que je ne faisais pas et c'est grâce à toutes ces années de travail sur moi, seule. Et si j'avais été entourée de personnes qui me regardaient avec des yeux de fierté et des yeux d'amour et où on m'aurait tenu la main juste pour me dire mais moi je crois en toi, c'est pas moi qui ferai le travail, mais je crois en toi. Mmh. Je pense que j'en serais libérée depuis bien longtemps. Du coup, si je résume un petit peu tes conseils ou en tout cas le message que tu avais envie de faire passer, en parler, qu'importe par quel bout on prend cette pelote de laine et ce nœud qui est emmêlé, mais commencer par en parler, s'entourer, la le 2e point et le troisième point, ben, c'est il y a cette notion de prendre soin de soi, de s'accepter, de s'aimer, de se respecter aussi, de se permettre d'exister. Est-ce que si je cite ces 3 points, est-ce que ça te semble, enfin, en tout cas, c'est jamais totalement exhaustif à toute notre vie et toute notre histoire, bien entendu, mais est-ce que ça te semble exhaustif par rapport à ce que tu souhaitais partager? Ouais, tout à fait, tout à fait. C'est vraiment, se permettre la bienveillance envers soi, se permettre de bah, aussi de c'est bizarre ce que je vais dire, mais, aussi de se juger soi-même en se disant, bah: «Mince, je vais pas bien, je n'y arrive pas, j'ai peur, je me suis pas respectée». Parce que beaucoup de personnes, qui ont vécu des abus, passent par des phases où elles ne se respectent pas et ça, c'est une des étapes aussi que j'ai du mal à accepter, en fait. C'est toutes les conséquences, de cet acte qui est «futile» à la base entre guillemets, qu'on pourrait très bien oublier, comme, on a pu manger un chocolat étant jeune. Chacun a son propre impact, mais en attendant, c'est c'est OK en fait de cette d'avoir eu des moments où on n'était pas respectable, où on ne s'est pas respecté et il faut accepter qu'on est passé par là et c'est pas de notre faute, ça ne nous définit pas, c'est parce qu'on a vécu ce trauma et qu'on essaie de s'en sortir comme on peut. Et maintenant, il faut réussir à libérer tout ça, malgré toutes les conséquences qu'il y a eu. Il faut se dire: «Ça ne me définit pas. Aujourd'hui, j'ai le droit de créer ce que je suis et ce que j'ai envie d'être». Ouais, je dirais que finalement, à l'inverse des pensées que tu as pu avoir, au long de ton chemin où, «Je dois être parfaite» et cetera, bah, en fait, c'est accepter qu'on n'est pas parfait. C'est accepter que, oui, on fait que parfois la vie n'est pas comme on le souhaiterait non plus, qu'on la contrôle pas, que parfois on aimerait faire des choses, mais que, ben, dans notre bagage, on n'a pas encore cette ressource-là. Peut-être qu'on l'aura plus tard, mais aujourd'hui, on l'a pas et c'est d'avoir de la compassion envers soi, de la bienveillance, d'accepter le temps aussi, une certaine notion de patience que le temps ne fait pas tout. Pour moi, le temps est une aide et le temps est une ressource. Tout dépend ce qu'on fait de ce temps. Mais voilà, de s'autoriser, d'accepter, de cheminer, de se prendre par la main. C'est plusieurs mots qui me viennent. Est-ce que tu avais quelque chose à ajouter pour conclure cet épisode? Et ben, simplement comme tu as dit, en fait, c'est se permettre d'être, vulnérable et de ouais, de se prendre par la main, de pas avoir peur, hem et de d'accepter juste ses émotions. Ne ne vous jugez pas, en tout cas, sur les émotions que vous pouvez ressentir. Bien sûr. Jugez-vous si vous ne faites rien. À partir de là, vous avez le droit de vous juger parce que vous faites du mal.
Si vous faites du mal, vous pouvez vous juger en disant que c'est pas bien et passer à l'action et bougez-vous, quoi. Bougez-vous et moi, je suis encore occupée de me bouger à bientôt 31 ans. Je suis pas guérie et je pense que toute ma vie, de toute façon, ce sera là. Toute ma vie, des événements me feront ressortir un petit peu ces émotions, ces sensations, c'est un bagage. Mais faut se dire, ok, bah tu reviens me voir, mais en fait, tu fais plus partie de ma vie aujourd'hui. Donc retourne là-bas. Et moi, je suis heureuse et moi, je suis libre maintenant d'être ce que j'ai envie d'être. Et je souhaite à tout le monde de réussir à faire ce parcours plus rapidement que moi, en tout cas. et de se faire confiance et de s'accorder l'amour personnel déjà, quoi. Merci beaucoup, Amandine. Je voulais juste te féliciter, en fait, parce que on sent que c'était un exercice pour toi. On sent que je le vois un petit peu comme une brique supplémentaire peut-être dans ta reconstruction, dans ton cheminement, dans ton processus. Et j'ai vraiment à cœur de te féliciter et juste de te souhaiter le meilleur, en fait. Je pense que ça regroupe tout et ça fera vraiment écho à notre partage. Donc, un grand merci à toi. Bah, merci à toi de m'avoir permis justement de libérer, de passer une étape. Et j'espère que ça inspire à certaines personnes à passer cette étape parce qu'on est tous capables de le faire. J'en doute pas et c'est pour ça que ce podcast est là. Et d'ailleurs, si vous nous écoutez et que vous avez vécu quelque chose où vous souhaitez en témoigner, vous souhaitez mettre peut-être cette brique-là en reconstruction aussi dans votre chemin, ce sera avec grand plaisir de pouvoir vous accueillir comme j'ai pu accueillir Amandine. Un grand, grand merci à toi et je te souhaite beaucoup de bonheur. Merci. Je te retourne la chose. Un grand merci pour votre écoute, votre attention et votre fidélité sur ce podcast. J'espère que ce dernier épisode vous a inspiré et vous permettra d'envisager votre reconstruction. Pour briser les tabous, il est nécessaire de délier la parole sur ces sujets. Alors pour que demain ne soit pas un éternel hier et que la mort puisse nous transmettre ses enseignements sur la vie, je vous invite à partager cet épisode au plus grand nombre. Ensemble, changeons notre façon de voir la mort et pour cela, je vous donne rendez-vous ici même dès lundi prochain.